Décembre 2015. Au siège du FBI, un haut responsable retire un nom de la liste la plus redoutée des États-Unis. Pas après une arrestation spectaculaire, pas après une fusillade, pas après une cavale terminée dans le sang. Non. Ce nom disparaît dans un silence presque administratif, comme si l'on essayait de faire oublier ce qu'il signifie vraiment. Pourtant, ce geste est rarissime, car lorsqu'un fugitif était retiré de cette liste sans avoir été capturé, cela ne ressemble pas à une victoire. Cela ressemble à un aveu. Et dans les couloirs du bureau, une vérité glaciale s'impose peu à peu. Cette fois, l'Amérique ne peut pas aller plus loin. Le plus troublant, c'est que cet homme ne se cache ni dans une grotte, ni dans une jungle, ni derrière une armée privée perdue au bout du monde. Il vit au grand jour, dans l'ombre protectrice d'un État assez puissant pour le rendre intouchable. Les enquêteurs ont pourtant accumulé les preuves, remonté les circuits financiers, démonté une entreprise fantôme valorisée près d'1 milliard de dollars, suivi l'argent de la Pennsylvanie jusqu'à Budapest, Chypre et aux îles Caïmans. Des années de travail, des témoins qui ont pris des risques immenses, une inculpation lourde, un dossier massif, et malgré tout, rien. Comme si toute la machine du FBI s'était fracassée contre un mur invisible. Alors une question devient impossible à éviter. Quel genre de criminel oblige le FBI à abandonner la chasse ? Comment un escroc né en Ukraine, parti de combines sordides dans l'ex-Union soviétique, a-t-il réussi à se transformer en fantôme géopolitique, trop riche pour être isolé, trop utile pour être livré, trop protégé pour être jugé ? Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'un gangster. C'est l'histoire d'un homme qui a compris avant tout le monde qu'au-dessus d'un certain niveau de pouvoir, la loi cesse d'être une frontière. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir à un bâtiment banal de Pennsylvanie, un matin de mai, quand le FBI croyait encore tenir enfin sa proie. Le 13 mai 1998 à Newtown, en Pennsylvanie, rien ne distingue vraiment le bâtiment que le FBI s'apprête à prendre d'assaut. Une façade industrielle banale, une rue calme, un siège d'entreprise comme il en existe des milliers en Amérique. Pourtant, autour du site, 47 agents en équipement tactique prennent position. Depuis 26 mois, le bureau prépare ce moment. Sur le papier, la cible s'appelle IBM Maniax International, une entreprise cotée, admirée par les marchés, valorisée à près d'1 milliard de dollars à la bourse de Toronto. Son action a grimpé de façon spectaculaire. Des fonds de pension canadiens, des traders new-yorkais, mais aussi des enseignants, des retraités et des familles ordinaires ont cru à cette success story industrielle. Ce matin-là, tous ignorent encore qu'ils ont investi dans un décor. À l'intérieur, les agents s'attendent à découvrir une usine en pleine activité, une chaîne de production capable de fabriquer les aimants industriels que l'entreprise promet depuis des années aux investisseurs. Au lieu de cela, ils tombent sur un silence étrange. Sous les néons, des machines impeccables, brillant dans un vaste entrepôt, mais rien ne tourne vraiment. Rien ne vibre, rien ne produit. Très vite, les enquêteurs comprennent que ces équipements n'ont pas été installés pour fabriquer, mais pour impressionner. Ils servent de mise en scène lors des visites. Les produits alignés sur les étagères ne sortent pas d'une ligne de montage sophistiquée. Ce sont des échantillons achetés ailleurs, puis reconditionnés sous l'étiquette RBM. L'usine existe. La fabrication, elle, n'a peut-être jamais existé. Plus les pièces qui sont fouillées, plus le mensonge prend une ampleur vertigineuse. Des bons de commande, des factures, des plans techniques, des dossiers impeccablement classés recouvrent les bureaux. Tout paraît légal, ordonné, crédible. Et c'est justement cela qui glace les agents. Cette société n'est pas un chaos improvisé, c'est un théâtre parfaitement réglé. Quand la cotation est suspendue, plus de 150 millions de dollars de valeur se sont déjà évaporés. Les experts financiers du FBI commencent alors à remonter les flux, et l'image qui apparaît devient encore plus inquiétante. L'argent a circulé entre des comptes à Budapest, dans les Caraïbes et dans d'autres juridictions offshore déguisées en vente d'aimants qui n'ont jamais eu lieu. Ce n'est plus une simple fraude boursière, c'est une architecture du mensonge. Mais au lieu de refermer l'affaire, cette découverte l'ouvre sur quelque chose de bien plus grand. Car derrière cette entreprise fantôme, les agents ne trouvent pas seulement des cadres cupides ou des actionnaires manipulateurs. Ils remontent peu à peu jusqu'à un nom inattendu, presque irréel, celui d'un homme qui n'a laissé derrière lui ni présence directe aux États-Unis, ni erreur facile à exploiter. Un homme né en Ukraine, formé à l'économie, invisible sur le sol américain mais omniprésent dans les documents, les circuits financiers et les sociétés écrans. À cet instant,
le FBI comprend que le faux fabricant d'aimants de Pennsylvanie n'était pas l'histoire principale. Ce n'était que la porte d'entrée. Et derrière cette porte se cache peut-être bien l'un des criminels les plus puissants du monde. Dans les dossiers du FBI, il finit par apparaître comme un cerveau criminel presque abstrait, un nom glissant d'un pays à l'autre, d'une société écran à une autre. Mais avant de devenir ce fantôme protégé par des frontières, il a commencé de façon beaucoup plus simple, presque sordide. Dans les années 70, à Lviv, en Ukraine soviétique, il n'est encore qu'un étudiant en économie, trapu, discret, ban avec les chiffres, excellent pour inspirer confiance. C'est justement cette confiance qu'il transforme en arme. Il cible des familles juives prêtes à quitter l'Union soviétique pour Israël ou l'Occident, des gens obligés de vendre en urgence leurs appartements, leurs meubles, leurs biens les plus précieux avant le départ. Il leur promet de tout liquider honnêtement, puis de leur faire parvenir l'argent une fois installés à l'étranger. Ils lui remettent les clés, les papiers, parfois l'épargne de toute une vie. Lui gardent tout. Ce premier système n'a rien de spectaculaire, mais il révèle déjà l'essentiel. Mogilevich comprend très tôt qu'un homme peut bâtir du pouvoir, non seulement par la violence, mais surtout par l'exploitation méthodique des moments de faiblesse des autres. Quand ses victimes arrivent à Vienne ou à Tel Aviv sans recours, sans argent et sans possibilité de revenir en arrière, lui a déjà tourné la page. Il passe par la prison soviétique à 2 reprises pour fraude et spéculation monétaire, mais ses séjours ne le freinent pas. Il le renforce. Il en ressort avec davantage de contacts, davantage d'assurance et surtout une philosophie qui ne le quittera plus. Les victimes ne comptent pas, seul le pouvoir compte. Lorsque l'Union soviétique commence à s'effondrer à la fin des années 80, il comprend qu'un monde entier est en train de s'ouvrir à ceux qui osent agir plus vite que les États. Il s'installe alors à Budapest, un point de rencontre idéal entre l'Est qui s'écroule et l'Ouest qui veut faire des affaires. Là, il ne construit pas une bande de rue, mais une organisation d'un autre type. Il recrute des hommes formés par la guerre et les services secrets, d'anciens du KGB, des vétérans d'Afghanistan, des exécutants capables d'intimider, de faire disparaître, de tuer sans hésitation. Dans ce nouvel univers, il ne se contente pas de racketter ou de blanchir à petite échelle. Il écrase les rivaux, remplace les chefs tombés, puis élimine ceux qui tentent de prendre leur place. Selon le récit repris dans l'enquête, il ne coupait pas seulement la tête des organisations adverses, il en arrachait les racines. Très vite, il ne devient plus un chef parmi d'autres. Il devient un chef que les autres chefs redoutent. Et c'est là que son histoire change de dimension. Car Mogilevich ne veut pas seulement contrôler des hommes. Il veut contrôler des flux. Armes, drogue, traite humaine, argent sale, sociétés offshore, identités multiples, passeports, juridiction. Chaque activité lui donne une protection supplémentaire. Chaque pays, une nouvelle porte de sortie. Chaque entreprise, une façade respectable. Son empire ne repose plus uniquement sur la peur, mais sur la complexité. Plus il s'étend, plus il devient difficile à atteindre, parce qu'aucune police ne voit le tableau complet. Pendant que les autorités pensent poursuivre un mafieux classique, lui se transforme déjà en infrastructure criminelle internationale. Et c'est précisément ce qui va rendre l'affaire Yves Gambam si terrifiante pour le FBI. Derrière la fraude financière, il ne trouve pas pas seulement un escroc brillant, mais un homme qui a appris à rendre le chaos lui-même rentable. Quand les procureurs américains assemblent enfin leur dossier, ils ont presque tout. Une inculpation en 45 chefs, des années de travail, des témoins prêts à parler malgré le danger, des circuits des bancaires qui traversent Budapest, Vienne, Chypre et les îles Caïmans, des millions suivis à la trace et l'image de plus en plus nette d'un système frauduleux construit avec une précision redoutable. En apparence, c'est le genre d'affaire qui devrait se terminer par un procès retentissant et une condamnation exemplaire. Mais le FBI découvre alors la faille qui va transformer cette victoire annoncée en impasse. L'homme qu'ils veulent juger n'a pratiquement rien laissé aux États-Unis, sinon son ombre. Il n'a jamais offert à la justice américaine ce qu'elle attend toujours, une présence physique à saisir. C'est là que l'affaire devient fascinante et presque absurde. Mogilevich a compris avant beaucoup d'autres qu'à l'ère des sociétés écrans, des fax internationaux, des appels passés depuis l'étranger et des montages financiers opaques, on peut piloter une fraude monumentale sans jamais entrer dans le pays que l'on pille. Chaque ordre part d'ailleurs, chaque signature apparaît à distance. Chaque opération semble conçue pour laisser des preuves, mais pas de prise. Le FBI ne chasse plus un gangster traditionnel, ni même un fraudeur en col blanc classique.
Il chasse un homme qui a délocalisé son existence criminelle elle-même. Et soudain, l'inculpation paraît moins solide qu'elle n'en avait l'air, non pas parce que les faits sont faibles, mais parce que le corps du coupable reste hors de portée. À cela s'ajoute une autre protection, plus moderne encore, la dispersion. Mogilevich accumule les identités, les passeports, les nationalités, les sociétés, les relais financiers. Un jour, il est un homme d'affaires hongrois. Le lendemain, un opérateur installé ailleurs sous un autre nom. Il traverse les frontières comme d'autres changent de costume. Aucune police nationale ne voit l'ensemble du labyrinthe. Aucune juridiction isolée ne peut réellement contenir un homme capable de disparaître légalement dans le pays voisin. Même les agents qui le traquent sentent que l'échelle du problème a changé. Ils ne sont plus face à un parrain local qui corrompt un juge ou un commissariat. Ils sont face à une puissance criminelle capable d'influencer des États entiers, de survivre à chaque enquête en se déplaçant simplement vers un autre niveau. Et plus le FBI remonte, plus il découvre que son empire dépasse la fraude, les armes ou le blanchiment. Mogilevich s'approche aussi des secteurs qui donnent un poids politique réel, notamment l'énergie. À partir de là, il cesse d'être seulement un homme riche et dangereux. Il devient utile. Et quand un criminel devient utile à des intérêts supérieurs, l'enquête judiciaire change de nature. Les mandats, les notices, les procédures, tout cela commence à ressembler à des outils conçus pour un monde plus simple. Le bureau comprend alors la vérité la plus dérangeante de toute l'affaire. Pour arrêter Mogilevich, il ne suffira pas d'avoir raison, ni même d'avoir des preuves. Il faudrait un miracle diplomatique. Et dans ce dossier, les miracles n'existent pas. Le 21 octobre 2009, au siège du FBI à Washington, l'agence décide d'utiliser l'arme symbolique la plus puissante de tout son arsenal. Inscrire le nom de Mogilevich sur la liste des 10 Most Wanted Fugitives. Depuis sa création sous J. Edgar Hoover, cette liste a construit sa réputation sur une efficacité presque mythique. Lorsqu'un fugitif y apparaît, les frontières se resserrent, les compagnies aériennes signalent les passeports, les douaniers ouvrent l'œil, les informateurs se réveillent et le monde entier devient une extension du regard américain. Pour le bureau, c'est la manière la plus brutale de transformer une cavale en étouffement progressif. Si l'extradition discrète a échoué, il ne reste plus qu'à exposer ce visage au grand jour et attendre que la pression internationale fasse le reste. Sur le papier, le calcul semble logique. Le FBI affiche sa photo aux côtés des criminels les plus notoires de la planète, insiste sur sa dangerosité, rappelle son rôle présumé dans une immense fraude financière et dans un réseau mafieux d'Europe de l'Est dont les ramifications dépassent largement le simple banditisme. En clair, l'agence veut faire de lui un homme trop visible pour voyager, trop compromettant pour être accueilli, trop célèbre pour continuer à circuler dans l'ombre. Cette mise en lumière n'est pas un détail de communication. C'est une offensive mondiale. Interpol, services alliés, police montée canadienne, partenaires diplomatiques. Tout doit converger pour réduire l'espace autour de lui. À cet instant, on pourrait croire que l'étau commence enfin à se refermer. Et pourtant, le récit se brise presque aussitôt contre la réalité russe. Car avant même cette inscription officielle, un épisode avait déjà fait naître un immense espoir à Washington. En janvier 2008, Mogilevich est arrêté à Moscou par la police russe, dans un restaurant chic, pour une accusation presque dérisoire au regard de ce que les Américains lui reprochent. Pas de trafic d'armes, pas de blanchiment international, pas de fraude géante. Seulement une affaire de fraude fiscale liée à une chaîne de magasins de cosmétiques. Pour le FBI, peu importe la modestie du motif. L'essentiel, c'est qu'il soit enfin menotté sur le sol russe. Pendant quelques jours, certains veulent croire qu'une brèche vient peut-être de s'ouvrir. Peut-être que les pressions diplomatiques, les notices internationales et les années d'enquête commencent enfin à produire un effet. Mais 18 mois plus tard, tout s'effondre. En juillet 2009, un tribunal moscovite ordonne sa libération au motif que les faits retenus contre lui ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son maintien en détention. Cette formule presque bureaucratique a quelque chose de vertigineux. L'homme que le FBI soupçonne d'avoir orchestré des fraudes massives, manipulé des réseaux criminels transnationaux et traversé pendant des années les zones grises du crime organisé est relâché comme si l'affaire n'était qu'un incident mineur. Il paie sa caution, retrouve l'air libre et reprend sa vie à Moscou presque sans trembler. C'est là que le bureau comprend l'essentiel. Mogilevich n'est pas seulement caché en Russie. Il y est protégé. Et si un État entier décide que votre mandat n'a aucune valeur, alors même la liste la plus redoutée du FBI peut devenir un simple morceau de papier.
La vraie raison pour laquelle le FBI échoue n'est donc ni le manque de preuves, ni le manque de volonté. Elle se trouve ailleurs, dans une zone beaucoup plus trouble, là où le crime organisé cesse d'être seulement criminel pour devenir utile. Dans la Russie chaotique des années 90, au moment où l'Union soviétique s'effondre et où des fortunes immenses changent de main dans le désordre le plus total, les frontières entre mafieux, hommes d'affaires et anciens agents de sécurité deviennent floues. C'est dans ce monde-là que Mogilevich prend de la valeur. Non pas comme patriote, non pas comme idéologue, mais comme instrument. Un homme capable de déplacer de l'argent, de négocier dans l'ombre, d'ouvrir des portes que l'État ne peut pas officiellement franchir. À partir de là, il ne faut plus le voir comme un fugitif ordinaire. Il devient un rouage officieux d'un système plus vaste. Son argent, ses réseaux bancaires, ses sociétés écrans, ses relais internationaux et sa capacité à agir sans laisser d'empreinte politique directe en font un partenaire idéal pour un pouvoir qui veut garder les mains propres tout en conservant de vrais moyens d'action. Plus les années passent, plus l'idée s'impose chez ceux qui l'étudient. Mogilevich n'est pas simplement toléré par la Russie, il est protégé parce qu'il peut servir. Et lorsqu'un criminel devient plus précieux libre qu'emprisonné, une inculpation étrangère, même massive, perd soudain toute force réelle. Le dossier du FBI reste intact, mais il se heurte à quelque chose de plus solide qu'un avocat ou qu'une cavale, la raison d'État. Cette protection devient encore plus compréhensible lorsqu'il s'approche de secteurs qui dépassent largement le banditisme classique, notamment l'énergie. Dans le récit de l'enquête, Mogilevich apparaît comme un acteur caché des échanges gaziers entre la Russie, l'Ukraine et au-delà. Et là, tout change. Un homme qui peut influencer des flux de gaz n'est plus seulement un trafiquant enrichi par la fraude. Il devient un homme qui touche à la chaleur de millions de foyers, à l'équilibre économique de plusieurs pays, à des négociations que les gouvernements eux-mêmes prennent au sérieux. À ce niveau-là, il cesse d'être seulement dangereux. Il devient stratégique, et c'est précisément ce qui le rend presque impossible à livrer à une puissance étrangère. Vu depuis Washington, le constat est alors d'une brutalité absolue. Le FBI possède un nom, un visage, des témoins, des flux financiers, une inculpation, une histoire cohérente, presque un procès tout entier prêt à être joué. Mais en face, il n'y a pas seulement un accusé. Il y a un pays qui refuse de le remettre, un système qui l'abrite et une logique géopolitique plus forte que le droit pénal. C'est ici que la traque change définitivement de nature. Ce n'est plus une chasse à l'homme. C'est une confrontation entre la justice américaine et une souveraineté qui ne reconnaît aucune obligation morale envers elle. Et dans ce bras de fer, Mogilevich comprend une vérité avant tout le monde. Tant qu'il restera utile aux bonnes personnes, il ne sera pas un homme traqué. Il sera un homme couvert. Décembre 2015. Après 6 années passées sur la liste des fugitifs les plus recherchés, son nom disparaît presque sans bruit. Le communiqué du FBI est sec, administratif, presque froid. L'homme réside dans un pays qui n'extrade pas vers les États-Unis et ne représente plus une menace immédiate pour le public américain. Aucune conférence spectaculaire, aucun ton triomphant, aucune image d'arrestation. Juste quelques lignes pour habiller ce que tout le monde comprend déjà. Derrière cette formule prudente, il y a une vérité bien plus lourde. L'agence fédérale la plus puissante du monde vient d'admettre qu'elle connaît l'homme, qu'elle connaît ses crimes, qu'elle connaît son refuge, mais qu'elle ne peut rien faire de plus. Et c'est peut-être cela, au fond, la partie la plus glaçante de toute cette histoire. Car dans cette affaire, personne n'obtient vraiment ce qu'il attendait. Les investisseurs floués ne retrouvent jamais leur argent. Les témoins qui ont parlé prennent d'immenses risques pour un procès qui n'aura jamais lieu. Les agents du FBI consacrent des années de leur vie à bâtir un dossier immense, seulement pour voir ce nom leur échapper au moment décisif. Pendant ce temps, l'homme au centre du labyrinthe Countdown continue d'exister librement, loin des tribunaux américains, loin des caméras, loin même de l'idée de reddition. Il ne s'est pas évadé d'une prison. Il a fait quelque chose de plus rare. Il a réussi à se placer dans une zone où la justice ne suffit plus. Alors la véritable conclusion n'est pas seulement que le FBI a perdu un homme. C'est qu'il a heurté une frontière invisible, celle qui apparaît lorsqu'un criminel accumule assez d'argent, assez de réseaux, assez d'utilité politique pour devenir plus précieux, libre qu'emprisonné. L'histoire de Mogilevich ne raconte pas seulement l'ascension d'un gangster. Elle raconte le moment exact où la loi découvre ses propres limites. Et lorsque le générique tombe sur une telle affaire, il ne reste pas un sentiment de justice rendue, mais une question bien plus dérangeante.
Si un seul homme a pu se rendre intouchable en devenant utile à une grande puissance, combien d'autres vivent encore aujourd'hui sous cette même protection silencieuse,